Je ne sais pas toujours où je vais, mais je n'oublie pas d'où je viens. Le passé doit être un socle sur lequel vous construisez bien sûr votre présent, et également votre avenir. Ratatouille, ils sont venus chez nous avec une toute petite caméra pour saisir le rythme dans une cuisine. Dans un monde où on a tellement de choses, pourquoi se limiter ? Pourquoi choisir ? J'ai pris ma première place de chef, j'avais 23 ans, à la barrière de Clichy. Voilà, j'avais trouvé ma voie. Aujourd'hui, pour avoir l'équivalent, je pense qu'il faudrait rester 10 ans en apprentissage. Ça n'a jamais été pour moi une souffrance. Parfois une interrogation, parce que je me disais, mais et si je m'étais trompé ? Et s'ils avaient tous raison ? Qu'est-ce que ça signifie être Guy Savoy chez Guy Savoy ? Pour moi, c'est une évidence. Je vais dire, dans mon bureau, il y a un post-it où il est écrit « Il est toujours plus tard qu'on croit ». Et je lis ça 10 fois par jour. Bienvenue dans About You, le podcast qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui influencent la trajectoire d'entreprises renommées. Nous connaissons leur société, mais nous ne connaissons pas leur nom. Nous utilisons leurs services, nous consommons leurs produits. Ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Mais qui sont-ils ? Nous allons le découvrir ensemble. Je suis Homéric Dessart, entrepreneur, auteur et podcasteur. À travers ces échanges, je souhaite mettre en avant la personnalité de celles et ceux qui ont tant à nous raconter. Toutes les 2 semaines, retrouvez un nouvel épisode sur votre plateforme favorite. Pour les recevoir directement, je vous invite dès à présent à vous abonner. Très bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Guy Savoy. Guy Savoy est l'un des plus grands cuisiniers de notre époque. Et de mon point de vue, c'est le plus grand. Il incarne l'excellence et la créativité de la haute gastronomie française. Avec son restaurant installé dans l'Hôtel de la Monnaie à Paris et nommé en 2024 pour la 7e année consécutive meilleur restaurant du monde par La Liste, il est devenu une référence mondiale pour son art culinaire. Maître dans l'harmonisation des saveurs, Guy Savoy élève chaque plat au rang d'œuvre d'art. Alliant tradition et innovation, sa cuisine à la fois généreuse et raffinée célèbre les meilleurs produits du terroir, sublimés par une technique irréprochable. Récompensé à de multiples reprises et reconnu comme un modèle pour les cuisiniers du monde entier, il reste fidèle à son engagement. Offrir une expérience culinaire inoubliable, où chaque bouchée raconte une histoire de passion, de savoir-faire et d'émotion. Mais qui est-il ? Bonjour Guy Savoy. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce lieu absolument magnifique, mythique, rempli d'histoire. Que vous avez rendu très sombre d'ailleurs. On a mis un monsieur, parce qu'on va se mettre à nu aujourd'hui. Un homme de Bessines, de Fabrice Hibert, oui. Vous savez que normalement c'est une fontaine. Ah. Mais rassurez-vous, j'ai coupé les robinets. Pourtant, je vais mettre mon verre à bonne distance. Première question, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Of course. Merci. En anglais, c'est le même. Hein. Merci. Quand on préparait, tu m'as dit « Je sais pas où on va, mais je sais d'où je viens ». Non, alors oui, c'est vrai. Non, l'expression exacte. Mais je crois que c'est un jour, c'est Jean Dujardin qui l'a dit. Et j'avais trouvé cette formule formidable. Je sais pas toujours où je vais, mais je n'oublie pas d'où je viens. C'est déjà un avantage. C'est mieux. C'est déjà, voilà, d'en être conscient, c'est formidable. Et puis surtout, ça prouve quand même une relation avec le passé. Je dirais pas, j'aime pas le mot passé. Moi, je préfère la relation avec le socle, en fait. Le passé doit être un socle sur lequel vous construisez bien sûr votre présent et également votre avenir. Les racines. Parce que le présent de demain, aujourd'hui, c'est l'avenir. Oui. Et ça commence maintenant. Et ça commence maintenant. Alors, d'où viens-tu ? Ton état civil. État civil, donc, j'ai schématisé. Je suis né à Nevers, j'ai grandi à Bourgoin-Jallieu et j'ai grossi à Paris. Donc, Nevers, 1953. Mes parents viennent s'installer à Bourgoin-Jallieu dans l'Isère en 55, donc j'avais 2 ans. Et voilà, donc j'ai grandi à Bourgoin-Jallieu dans un lieu. C'était une buvette. Mon père était jardinier de la ville de Bourgoin. Et dans le jardin de ville, le parc principal, il y avait une buvette qui était tenue par ma maman. Et cette buvette, au fil du temps, est devenue un restaurant. Voilà. Alors, il faut imaginer un lieu champêtre, une esplanade. Hein, c'était une terrasse qui dominait la ville. Donc, un lieu de sortie pour les familles. Il y avait un immense terrain de boules, une immense terrasse avec 50 tables. Alors, l'été, c'est vrai, bon, j'ai vu partir sur les plateaux 1 litre de limonade, 1 litre de bière et 14 verres.
pour dire que je ne savais pas encore ce que c'était que le chiffre d'affaires, mais ça devait pas faire du gros chiffre d'affaires. Voilà. Et au fil du temps, ces familles qui venaient là le dimanche disaient on casserait bien la croûte avant de redescendre. Bon, redescendre à la ville. Donc elle a commencé à faire des assiettes de charcuterie et des fromages blancs à la crème. Est très populaire dans cette région du Bas-Dauphiné, enfin dans toute la région lyonnaise d'ailleurs. Après, elle a rajouté omelette, il y avait un vivier, mon père a dit on va mettre des truites, et puis ensuite, il y a eu coq au vin, escargot, puis elle faisait des gratins magnifiques, des glaces et sorbets exceptionnels, des tartes et tout ça, donc, et c'est là que j'ai développé la gourmandise, tout simplement. Et c'est ta maman qui était en cuisine, qui gérait? Absolument. Ouais, et qui faisait pour les convives qui étaient là, la même cuisine que pour la famille. Ouais. Et là, si commencer à 7 heures n'était pas suffisant, elle commençait à 6 heures du matin. Et si 6 heures c'était pas suffisant, elle commençait à 5 heures, quoi. Et voilà. Et moi, si je suis venu à la cuisine, bon, déjà, j'ai été fasciné un jour je raconte souvent l'anecdote des langues de chat. C'était à l'époque, on n'allait pas à l'école le jeudi, et ce jeudi après-midi, il faisait trop mauvais temps pour aller jouer à l'extérieur, donc je l'ai assisté pour faire des langues de chat, et je l'ai vu mélanger d'abord du sel, ça m'a surpris pour un petit biscuit sucré, du sel, du sucre, la farine, du beurre, des blancs d'œufs, tout ça. Elle a détaillé ces tout petits boudins sur une plaque qu'elle avait beurrée, puis elle m'avait demandé de surveiller la cuisson. À l'époque, les fours n'avaient pas de vitre, donc j'ouvrais. Et puis j'assistais en direct à la magie de la transformation, c'est-à-dire ces petits boudins donc cylindriques se sont aplatis, on commençait à prendre de la couleur sur le côté, ça sentait bon dans la cuisine, mais tout ça en quelques minutes. J'ai dit mais la cuisine c'est magique, quoi. Et je suis resté sur cette magie, cette magie de la transformation qui est instantanée, hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai inscrit dans l'entrée cette phrase qui dit que la cuisine est l'art de transformer instantanément. J'insiste sur le mot instantanément, en joie des produits chargés d'histoire. S'il n'y a pas l'histoire des produits, s'il n'y a pas les produits qui ont leur propre histoire, hein, que ce soit l'histoire de la carotte, du homard, du turbo, ou de l'œuf, il n'y a pas de cuisine. Et quand on voit le temps qu'il faut pour faire pousser justement cette carotte, et qu'en quelques minutes, nous, on la transforme, ou les quelques mois qu'il faut pour faire une belle volaille, et que nous, en moins d'une heure, on va la transformer. Oui, il y a un côté magique, passer de cet état de comestibilité à l'état de plaisir, voire de joie ou d'émotion, ça dépend comment. Mais moi, j'ai le souvenir dans cette enfance du mélange, parce que on faisait très attention à, je dirais, à l'économie tout simple, c'est-à-dire que si elle mettait en route son four, elle en profitait bien sûr pour faire le poulet rôti, pour faire le gratin, et une fois que tout ça était prêt, elle enfournait une tarte. Donc, on avait ces odeurs dans la cuisine c'est difficile de ne pas devenir gourmand lorsqu'on a été en contact, immergé de tous les sens, en contact avec ces je vais appeler ces sensations merveilleuses d'odeur, de son, enfin, le gras d'une volaille qui crépite dans le plat, moi, c'est un enchantement, quoi. C'est de la musique. Qu'est-ce que tu veux que je dise après ça? Alors, bon appétit. C'est ça. Excusez-moi. Ouais. Salive un petit peu. Donc, une enfance joyeuse, finalement, qui a été remplie avec du monde. Il y avait toujours très du joyeuse. monde. Oui, très joyeuse. Des parents formidables, des grands bosseurs. Donc, je dis pas des travailleurs. Travailleurs, pour moi, c'est normal. Quand on est bosseur, c'est le kilomètre en plus. C'est le superlatif du travailleur, le bosseur. Donc, voilà, tout ça, et tout ça paraissait normal, quoi. Et moi, le travail reste toujours quelque chose de complètement normal. Bon, je m'éloigne de l'âge de la retraite. Vous entendez tout le monde dire qu'il s'en approche. Moi, je m'en éloigne, mais maintenant, même franchement, hein, pratiquement une décennie après mon âge de retraite. Mais je ne me vois pas dans, j'irais pas dire, bien sûr, l'oisiveté, je crois qu'il y a peu de gens qui se voient dans l'oisiveté, mais je me vois pas éloigné des sensations que j'ai au quotidien pendant trop longtemps. Oui. En
quelques jours par semaine, ou les vacances, c'est normal, mais je veux dire, j'ai besoin de toutes ces sensations, moi, de toutes ces bonnes sensations. Je connais pas un autre métier où dès le matin, vous avez la réception des produits, Oui. qui viennent de la terre, de la mer, des forêts, de la campagne. C'est là, vous vous rendez compte, on est donc en prise directe avec la nature. Il se trouve que la nature, parfois, elle peut ne pas être généreuse. S'il y a une grosse tempête, on n'aura pas de poissons. Mais bon, donc tout ça, déjà, c'est la première magie. D'avoir, nous, des homards vivants, nos bottes de carottes, enfin, des pommes de terre, des huîtres, tout ça, là, déjà. Donc, prise directe avec la nature. Après, il y a l'interrogation, en fait, le travail avec les équipes, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut... parce que le mot invention en cuisine, je me méfie beaucoup. J'ai trop de respect pour les inventeurs, pour alors, on fait évoluer, on a des interprétations, mais bon, encore une fois, le mot invention est bien trop fort. Et en fonction de tout ça, ces échanges, donc, deuxième sensation, les échanges avec les équipes. On est dans les rapports humains. Oui. Ça, c'est bon. Et puis arrive le membre du service, où moi je passe en permanence du monde du travail avec les équipes, bon, et en côtoyant le monde du plaisir des loisirs. Chez les convives qui s'installent chez nous, ils viennent pas bosser. Ils veulent vivre une expérience. Ils viennent passer un bon moment. Mmh. Voilà, l'expérience, après, j'en sais rien. Je laisse ça aux scientifiques. Non, mais ils viennent passer un bon moment sur 2, 3, 4, 5 heures. Et ça, c'est une autre forme encore de sensation. Parce que moi, je suis arrivé, en fait, à dire que le restaurant est une université. Est une université, pourquoi? Parce que grâce aux échanges qu'on a 2 fois par jour, à chaque table, et bien souvent avec chaque convive, mais on apprend sans arrêt, quoi. Mais sans arrêt, moi j'apprends tous les jours. On a la chance d'avoir des gens qui, bon, bien sûr, les Parisiens, les fidèles, enfin les Français, principalement Parisiens, qui sont les fidèles, plus les gens qui viennent du monde entier. On parlait tout à l'heure avant d'échanger que, bon, on voit quand même maintenant des nouvelles nationalités qui viennent chez nous, Indonésiens, Philippins, Thaïlandais, Taïwanais, Chinois. Mais Chinois, ça fait déjà quelques temps, au moins une bonne décennie. Mais Indonésiens et Philippins et Thaïlandais, c'est vraiment très récent. C'est post-Covid. Donc on est dans un phénomène qui est tellement nouveau et qui prouve que si ces gens-là viennent chez nous, j'ai l'optimisme de penser que la planète va mieux. Oui. J'ai envie de regarder Positif. où ça va mieux et pas regarder les quelques points chauds où on se demande toujours comment ça va se terminer, quoi. On va éteindre la télé, on va éteindre la radio, on va écouter des podcasts. Absolument. Guy, si je reviens juste sur ton enfance, comment ça s'est passé ton arrivée en cuisine? Tu t'es dit, tiens, c'est ce que je veux faire. C'est indéniable. Ouais. CAP, quel a été le parcours? Alors, déjà, il faut dire que avant ce processus des langues de chat et tout ça, mais je m'étais jamais interrogé sur la manière de faire la cuisine. Qu'est-ce qui m'intéressait? Moi, c'était ce que j'avais dans l'assiette, sans avoir d'interrogation. C'est au fil des années. Là, j'ai dit tout à l'heure que j'avais une maman qui bossait bien plus que la normale. Et si je suis venu à la cuisine, en fait, c'est pour la soulager, quoi. D'accord. En bon fils, j'ai dit comment je peux le soulager. Donc, et puis c'est là que je me suis aperçu que les gestes me plaisaient, et puis ce concret en permanence. C'est-à-dire que sous l'action du cuisinier, il y a une vraie transformation, et geste sublime, on peut goûter. Le menuisier, le plombier, va pas goûter son morceau de bois, son morceau de tuyau. Nous, ce qu'on fait,
on le goûte. Et quand on est, et lorsqu'on est gourmand, cette phase de dégustation qui est la labellisation de son propre travail, mais c'est, pour prendre un terme de Jones, c'est un kiff. C'est un kiff magique. et c'est magique et c'est une drogue dont on peut pas se passer parce qu'on sait que la conclusion, c'est la dégustation. Et qu'on est les premiers à déguster. C'est une vraie, ce sont des vraies sensations. Je vais pas peur de dire, c'est une véritable addiction. Moi, j'ai besoin de goûter, de tester, d'avoir ces sensations. Mais les sensations du goût, elles sont infinies. C'est pas simplement le goût intrinsèque qui passe par les papilles, c'est l'approche physique du goût. C'est le sorbet fraise que vous dégustez parce qu'il fait 30 degrés dehors et que le premier réconfort, c'est la température, même avant le goût de fraise, ou le morceau de croustillant qui se retrouve dans quelque chose de moelleux. Tout ça, c'est des sensations qui sont pour moi température, consistance, tout ça, ça fait partie du goût, l'approche physique du goût. Et moi, alors, j'imagine les sensations que peut avoir un fumeur, que peut avoir ça. Moi, mes repères, c'est toutes ces choses-là et que c'est addictif, quoi. C'est addictif et qu'on peut reproduire, bien sûr, dans le restaurant avec toute l'équipe, mais le week-end à la maison. Donc, le week-end, justement, tu te moi, mets aussi derrière les fourneaux? Oui, enfin, derrière, devant, ou devant un barbecue, ou devant... Oui, parce qu'il y a quelque chose oui, il y a toujours cette magie, et puis moi, cette volonté de m'adapter un peu dans tous les lieux, quoi. J'ai un lieu à la montagne où j'adore me retrouver, où j'ai pas l'électricité. Donc, il y a un poêle à bois, c'est même pas un fourneau, c'est un poêle à bois, et il faut que je me débrouille avec ça, mais je peux dire que je m'éclate. Je m'éclate parce qu'en fait, il n'y a pas de thermostat. Donc, il faut que je gère le feu, et si sur la plaque ça suffit pas, j'ouvre le foyer, et je pose la poêle en fonte directement sur les braises, et je sais que ça va aller vite. Bon, voilà, et puis t'as le crépitement du bois. C'est une espèce de jonglerie ou de jonglage, je sais pas, et tout ça, oui, j'ai des sensations. Et encore une fois, avec un résultat instantané, quoi. Si je suis arrivé à bien saisir mes riz de veau sur la braise, je suis content parce qu'ils vont être croustillants autour et moelleux dedans, et c'est à chaque fois des bonnes sensations dans la fabrication. Et après, c'est cette conclusion qu'est la dégustation. Et puis la vraie conclusion, après, c'est lorsque les convives sont autour de la table. Et qu'est-ce qu'il y a de plus, comment dire, de plus valorisant que d'avoir 2, 3, 4, 5 membres de sa famille ou des amis qui se régalent avec ce que vous venez de faire. C'est de la générosité. C'est un deuxième régal. On a le régal de la dégustation et on a le régal de l'atmosphère. Mettre tout le monde heureux. Voilà. Rendre tout le monde heureux. Alors on en revient. Le parcours. Avant d'avoir ton restaurant, parce qu'il s'est passé, je pense, beaucoup de choses. Donc, cuit des milliers de truites, milliers d'omelettes, fait des coques au vin, des escargots, tout ça. Permis à ta maman de se reposer un petit peu. Chez ma mère, voilà, parce que... oui, parce que, voilà, il fallait la soulager, puis que j'y prenais du plaisir. Après, c'était d'abord un apprentissage de pâtisserie. D'accord. À Bourgoin-Jallieu, un apprentissage qui a duré que 9 mois, parce que j'étais là en attendant qu'une place d'apprenti se libère chez les frères Trois-Gros à Roanne, donc 9 mois à Bourgoin-Jallieu, c'est monsieur Louis Marchand, où j'ai appris beaucoup de choses, où est née la brioche, qui est servie avec la soupe, enfin plein de choses, quoi. Et puis la pâtisserie a cet avantage que, pour un débutant, parce que même si j'avais un peu quelques truites à ton actif, beaucoup travaillé, voilà. La pâtisserie permet il y a une balance et un thermostat. C'est de la précision.
Voilà, c'est la précision. C'est à partir du moment où l'on suit la recette. Il y a un petit tour de main pour la pâte à choux. Il faut qu'elle soit bien desséchée. Mais bon, tout ça, on intègre tout ça. Mais surtout, on a les proportions. On sait quelle quantité de farine, quelle quantité de beurre, de sucre, de tout ça. Enfin, tout ça, c'est mis. Après, il faut que le four soit à telle température et pendant tant de temps. Voilà. Et si le four est mal réglé, on sait qu'il faut tourner les plaques parce que si le fond de la plaque cuit un peu plus vite, voilà. Il faut, voilà. Donc, tout ça, après, c'est des gestes, tout ça. Bon, après 3 ans d'apprentissage chez les frères Trois Gros. Alors là, 3 ans, voilà, je veux pas jouer les vieux cons, mais à l'époque, 3 ans d'apprentissage, ça doit, aujourd'hui, pour avoir l'équivalent, je pense que il faudrait rester 10 ans en apprentissage, hein. Et tant mieux, ça a évolué. C'est pour les bosseurs. Et tant mieux, voilà. C'était un apprentissage pour les bosseurs. Après ces 3 années chez Trois Gros, qui ont été, encore une fois, magiques, parce que là, j'ai eu d'abord la confrontation avec le monde très professionnel, hein, les grands professionnels. Donc, et puis après, je dirais une forme de libération et de confirmation que je m'étais pas trompé de voie. Oui. Parce que souvent, c'est joli faire de la cuisine pour aider sa maman et tout ça, mais bon, je me suis aperçu qu'il y avait un autre monde. Il y avait autre chose. Donc, c'était vraiment une comment dire? Oui, une confirmation que c'était la bonne voie. Voilà, j'avais trouvé ma voie. Pour sa voix, c'est plutôt pas mal. On l'expliquera à notre ami tout à l'heure. Non, mais voilà, donc 3 ans chez Trois Gros. Après, je voulais voir une grande brigade dans une grande ville, donc c'était Paris. Et quand je demande à Jean et Pierre Trois Gros, voilà, j'aimerais aller à Paris, ils m'ont dit, à l'époque, le meilleur restaurant de Paris, c'était le restaurant La Serre. Il m'a dit, il faut que tu ailles chez La Serre, où je suis resté 1 an. Et là, oui, c'est vrai que j'étais... là, je me suis aperçu que on peut rester 3 ans dans un endroit, on connaît parfaitement bien la maison dans laquelle on travaille. Moi, je préfère le mot maison qu'au mot restaurant. Bon. Et qu'en fait, on croit tout savoir faire, et que lorsqu'on arrive dans un nouveau lieu, on s'aperçoit que l'organisation change, les principes changent, et que c'est comme ça qu'on acquiert un peu une maîtrise et une expérience à plusieurs facettes. Donc là, je suis resté 1 an. Après, j'ai fait 1 an de service militaire dans les chasseurs alpins à Grenoble, et ensuite je suis allé faire une petite incursion en Suisse au Lion d'Or à Colonie, qui était à l'époque le meilleur restaurant de Genève et sa région. Puis je crois ça fait partie encore des très très bons restaurants. Ensuite, je suis allé à la Napoule, donc à l'Oasis. Et après, j'ai pris ma première place de chef, j'avais 23 ans, wow. Donc à la barrière de Clichy, voilà. Et pour remettre dans le contexte, à l'époque, à chaque fois, c'était lettre de recommandation, courrier, t'attendais. Oui, c'était, voilà, se présenter, puis ça fonctionnait bien. J'étais bien soutenu par Jean et Pierre Trois Gros, donc ici, qui mettaient bien sûr de l'huile dans les rouages, et puis j'ai donc pu faire une forme de sélection pour parfaire ma formation, donc une sélection bien sûr toujours dans des grandes maisons, mais dans des régions différentes. Donc ça a été bien sûr Roanne, Genève, Paris, Paris, Genève, et puis la Côte d'Azur, où il se passait bien sûr plein de choses. Voilà. Et ta sélection, tu la faisais comment? C'était par rapport aux différents produits que tu pouvais trouver? C'était par rapport Non, c'était aux différentes... par rapport à ce que je lisais un peu sur toutes ces maisons, et qu'à chaque fois, c'est vrai que la Serre, c'est... il y avait des prix littéraires qui étaient décernés là. C'était le restaurant où déjeunait Malraux pratiquement tous les jours. Dali, c'était le restaurant, je dirais, officiel de la Fédération française de rugby. C'était tout ça. Bon, je l'avais lu tout ça, donc le choix était évident. Il n'y avait pas de question qui se posait. Voilà, c'était. Non, puis je voulais voir une grande brigade, quoi, une brigade avec
des chefs de parti qui avaient une cinquantaine d'années. C'était quelque chose pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Hein. Voilà. Alors 23 ans. De nouveau et bien sûr formateur. Ouais. Donc déjà, ce qui est important de préciser, c'est que toute ton expérience, tu l'as fait sur le terrain. T'as pas suivi un cursus scolaire. Non, parce que alors le seul cursus scolaire en apprentissage à Rouen, si des apprentis nous écoutent, ils vont se rendre compte de l'évolution. En fait, les cours étaient le jeudi entre le service du midi et le service du soir. Bon, voilà. C'est court. C'était court. Moi, c'est vrai que j'avais déjà un cursus scolaire, qui dans le métier était un peu exceptionnel, parce que j'avais quitté le lycée de Bourgoin, j'étais en fin de seconde, donc les cours du CAP, c'était plutôt fastoche, quoi. Oui. Et puis, ça n'avait pas... mais quand je vois aujourd'hui, l'alternance, c'est formidable aussi, parce que ce qu'on apprend, toute la partie théorique et pratique même à l'école, puisqu'ils font de la pratique, est quand même très très importante. Et puis ça évite peut-être de passer de manière très, radicale, voire brutale, de l'école à la vie active, ce que j'ai fait à l'âge de 16 ans, moi. Donc c'est un peu bizarre en pâtisserie quand le samedi soir à minuit, moi j'allais travailler, mes copains ils allaient au bal, quoi. À l'époque il y avait des bals. Donc voilà, mais c'était ça n'a jamais été pour moi une souffrance. Parfois une interrogation, parce que je me disais, mais et si je m'étais trompé? Syndrome de l'imposteur? Non, le syndrome... Ah si, alors, j'ai cette anecdote qui vaut son pesant de cacahuètes quand même, parce que lorsqu'en fin de seconde au lycée de Bourgoin, vous dites que vous voulez rentrer à l'apprentissage de cuisine, on vous prend franchement pour un con. Il pas bien, lui, quoi. Grand bien leur face aujourd'hui. Non, c'est pas grave, j'ai pas de rancœur et pas de revanche à prendre. Mais alors que j'étais le seul, dans cette fameuse classe de seconde à savoir. S'il y avait un autre, on est resté d'ailleurs très copains, il dessinait des avions, et comme ça, il s'amusait en cours à dessiner des avions, et là, maintenant, il a été pilote de chasse, et il est maintenant à la retraite, et on se voit de temps en temps. Mais donc, il fallait à l'époque il fallait avoir un avis extérieur pour signer un contrat d'apprentissage. D'accord. Et alors, on devait rencontrer un ou une psychologue. Moi, c'était une psychologue. Et pour bien formaliser l'événement, ça se passait à la mairie. Donc, voilà. Vous vous retrouviez à la mairie, lieu plutôt solennel. Voilà, vous étiez en face de cette dame qui vous faisait bouger des cubes pendant 10 minutes. Et qui, à l'issue de ces 10 minutes de manipulation de cubes, vous disait, mais de manière tellement sûre, vous n'êtes pas fait pour un métier manuel, encore moins dans l'alimentation. Bon, ce à quoi j'ai répondu, c'est pas en me faisant bouger des cubes pendant 10 minutes que vous allez me faire changer une idée que j'ai en tête depuis des années. Voilà. Et ça, c'est très... Oui, mais ça sème le doute quand même. Ah, bien sûr. Ça, vous avez 16 ans, vous avez le truc, vos parents vous disent, tu peux faire mieux. Les profs, vous disent, vous êtes pas bien. Tout ça, je dis, et s'ils avaient tous raison. Donc ça fait un peu des dégâts, quoi. Mais après, quand on a je pense que ces dégâts auraient pu avoir des effets bien sûr négatifs si j'avais pas été dans le concret. Parce que la chance de ce métier, c'est d'être dans le concret en permanence et d'être en permanence dans des résultats instantanés. Et ça, je veux dire qu'on a... Et aujourd'hui, dans un monde de plus en plus virtuel, moi, je me régale, pour reprendre un terme culinaire, je me régale de cette vie dans le concret et dans l'instantané. Ce sont des sensations uniques. Je crois qu'il n'y a pas d'autre métier où tout est mis en œuvre, c'est-à-dire qu'on
on profite de la singularité de ce pays où la nature est généreuse, on trouve tous les produits. Il suffit de se balader sur les marchés pour s'apercevoir qu'on a la chance d'être en France, quoi. On a la chance d'avoir tous ces produits, d'avoir tous ces savoir-faire, hein, ancestraux. Il n'y a pas un autre pays au monde qui a autant de savoir-faire dans la boulangerie, dans la pâtisserie, dans la confiserie, dans la charcuterie, dans la fromagerie, dans les vins. Bien sûr qu'il y a d'autres cuisines, mais nous sommes le pays de la gastronomie. Et on y a accès. Absolument. Et ça, c'est une Encore chance. une fois, il suffit de se balader sur les marchés. Il y a des marchés dans toutes les villes, dans tous les villages. Absolument. Voilà. Et des spécialités culinaires ou pâtissières, enfin, dans toutes les communes de France. Donc, voilà, profitons de tout ça. Alors, si on avance, tu as 23 ans, tu es le chef. Chef à la barrière du Clichy, ouais, c'est sauté dans le grand bain. Une brigade de combien ? On est une dizaine. C'est mon pote Bernard Loiseau qui m'avait beaucoup poussé pour que je saute dans le grand bain. Parce que lui, il était tout de suite en sortant d'apprentissage, il avait fait, son oncle était charcutier, il avait fait un stage en charcuterie et très vite, il était rentré justement comme chef à la barrière de Clichy. D'accord. Quelques années avant moi, puisqu'on a travaillé 1 an ensemble chez Trois Gros. Lui terminait sa 3e année d'apprentissage et moi j'y faisais ma première année. Donc on était restés toujours en relation. Et un jour, lorsque j'étais au Lion d'Or à Colonie, à côté de Genève, lui, il était déjà dans le grand bain depuis quelque temps, et il était venu faire une émission invité par Catherine Michel, une journaliste de gastronomie sur la radio suisse romande, et il était venu faire une émission, et comme il savait que je travaillais, il était venu me dire bonjour. Et c'est vrai que lorsqu'il arrive dans la cuisine, j'étais en train de vider des poulets, voilà. Et là, il y avait eu cette expression extraordinaire, tu vas pas passer ta vie à vider des culs de poulet. Je lui ai dit, écoute, moi, un vrai ami. Un vrai ami, ouais. Un vrai ami, mais bon, c'était la preuve qu'on se disait tout et qu'on était, voilà. C'était l'électrochoc nécessaire. Et je lui ai dit, écoute, Bernard, c'est vrai, bon, là, je postule après à l'Oasis Alain Dapoul parce que je sens que j'avais besoin, moi, de cette consistance professionnelle pour gagner un peu en assurance, quoi. Donc, je lui dis, écoute, après, je fais encore une maison, et après, je lui dis, Claude Verger, qui était le propriétaire de la barrière de Clichy, je lui dis de prendre contact avec toi, ça fait un moment que je lui parle de toi, et tout ça, voilà. Et donc, ça a cheminé 1 an et demi après, je rentrais donc à la barrière de Clichy, où je succédais à Bernard Loiseau, qui avait repris les rênes de la Côte d'Or à Saulieu. Voilà. Tu restes combien de temps à la barrière de Clichy ? 3 ans. Et après ? Après, installation, rue du Ray, petit restaurant qui était dans le 16e, entre la rue du Ray est entre l'avenue Foch et l'avenue de la Grande Armée. Et là, peu de place, il y avait à peine 40 places. Et je suis resté ici 7 ans. 7 ans avant de transférer le restaurant rue Troyon à la place du Bernardin qui partait s'installer à New York et où je suis resté 28 ans. 3 étoiles. Voilà. Et puis après, il y a eu cet appel d'offres à la Monnaie de Paris. J'ai donc répondu à cet appel d'offres, fait mon dossier pour répondre à cet appel d'offres, et c'est mon dossier qui a été retenu. Donc maintenant, ça fait tout ça, c'était en 2009, 2010. Et on aurait dû ouvrir en janvier 2012 et on a ouvert en mai 2015. Voilà. Vu que le bâtiment est classé monument, il doit y avoir un certain nombre de... Voilà, parce que en plus c'était un énorme projet de transformation. Moi, je n'occupe qu'un petit espace, non même pas l'étage, petit espace dans ce grand bâtiment. Voilà. Donc. Et aujourd'hui, la brigade, il y a combien de personnes ? En tout, dans la maison, avec les apprentis et stagiaires, on est 65. Magnifique. Donc, entre 30 et 35 dans la cuisine. Mais bon, comme tu verras, les cuisines sont très spacieuses. Donc, moi, j'accorde beaucoup d'importance à la transmission. C'est pour ça qu'on a autant, et comme on a de la place, et qu'on a suffisamment d'encadrement, là, on a une dizaine de personnes, dizaine de collaborateurs qui ont plus de 20 ans de maison. Fabuleux. Il y en a 3 qui ont plus de 30 ans. Donc, ce sont des
des maîtres, je dirais, d'apprentissage. Donc, ce qui nous permet d'avoir des stagiaires et des apprentis qui viennent de différentes écoles. Et ce qui nous permet, parce qu'on peut pas toujours entendre dire que dans nos métiers, on manque de collaborateurs, ce qui est pas spécifique à la restauration. Hein. Mon copain charpentier à Bourgoin, il a du mal à trouver des compagnons, comme il dit, et mon expert comptable a aussi du mal à trouver des collaborateurs. Donc, et nous, on a en plus, je dirais en plus ou en moins, du coup c'est plutôt en moins, on a un grand nombre de collaborateurs de nos métiers, qui sont dispersés sur la planète. Hein, vous allez où qu'on aille dans le monde, vous tombez toujours dans les hôtels et dans les restaurants, toujours sur des Français. Voilà. C'est une chance. Parce qu'ils sont recherchés, absolument. Voilà. Je vais changer un petit peu le style de mes questions. Là, j'aimerais te demander, qu'est-ce que ça signifie être Guy Savoy chez Guy Savoy ? Alors, Guy Savoy chez Guy Savoy, pour moi, c'est une évidence. Voilà. Ouais. Très vite, j'ai voulu voler de mes propres ailes. Très vite, j'ai voulu, signer mon lieu, quoi. Voilà, avec tout ce que ça représente. Un restaurant, bien sûr que la cuisine est importante, mais c'est l'atmosphère que vous souhaitez installer dans votre restaurant, c'est l'aménagement du restaurant, ce sont les œuvres d'art, c'est tout ça, c'est une maison. Voilà, il faut que votre maison, elle soit à votre image. Et ce qui aurait été un peu plus compliqué si j'avais été dans un, je sais pas, le cuisinier chez quelqu'un d'autre. Dans un autre contexte. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai besoin de ces sensations personnelles et j'ai besoin de mes solutions à mes problèmes. Et ça, c'est important. Tu as une fontaine chez toi ? J'ai des œuvres de Fabrice Hibert chez moi aussi, oui. Dis-moi, tu es, depuis 7 ans maintenant, 7 années consécutives, meilleur restaurant du monde. Voilà. Alors ça, c'est selon la liste. La liste, c'est une compilation, je sais pas si c'est compilation ou non, une agrégation de 1000 avis sur la planète, 1000 sources. Très bien. Représentant 1000 avis. Alors c'est un algorithme, ne me demande pas ce que c'est, je comprends absolument rien, où il rentre toutes ces informations des guides internationaux, de tout ce que des articles de presse, des réseaux sociaux, tout ça, et tout ça rentre dans cet algorithme qui sort une série de notes. Et puis mais c'est vrai que j'ai la chance d'être sur la planète, d'être bien traité, voilà. Donc de temps en temps il y a un accident, mais bon. C'est donnant finalement. Tu rends les gens heureux et ils te le rendent. Voilà, c'est comme ça. Mais oui, mais le lieu est unique déjà ici. Tout à fait. Le lieu unique où que l'on regarde, c'est à l'extérieur. N'en parlons pas. Vous identifiez Paris parce que des vues spectaculaires, il y en a partout sur la planète. Mais celle-ci, elle est unique. On est à l'intérieur du musée qui est on voit la Seine. Musée. On voit la Seine, on voit le Louvre, on voit l'Institut, on voit le Pont des Arts, on voit le Pont Neuf. On identifie tout de suite Paris. Tu viens à pied le matin ? Oui, parce que j'habite pas loin. Tu pourrais venir à vélo, mais tu profites. Ah non, à vélo, non. J'ai trop peur. On comprend. J'ai besoin de mes jambes. Et comment tu gères ces problèmes, toute cette pression, tout ce besoin de maintenir aussi ce niveau d'excellence ? Alors, je vais décevoir tout le monde. Ça se fait de manière naturelle. C'est le talent. Non, je sais pas si c'est le talent, j'en sais rien, c'est pas. Non, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'implication, d'immersion. Moi, je veux vivre les choses. Tout à l'heure, je t'en ai parlé. Je veux dire, moi, je vais être là. Ce matin, j'étais là à 8h30. Donc, voilà, avant qu'on démarre, j'ai eu une demi-heure d'échange déjà avec sur ce qui va se passer aujourd'hui. Et puis on travaille sur la future carte d'automne. Enfin, on termine. Il se passe toujours quelque chose, mais c'est pas forcé, quoi. C'est naturel. C'est du kiff. C'est du kiff en permanence. Et puis c'est surtout
bien sûr de la rigueur, bien sûr de la constance, bien sûr, mais de temps en temps un peu de fantaisie aussi. Moi, j'ai besoin de ça, quoi. Enfin bon, on doit pas se prendre au sérieux, on doit travailler sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et puis, je pense que je suis capable de mettre un peu de fantaisie dans tout ça, quoi. Donc ça, la fantaisie est l'assaisonnement de ma vie. Tu le communiques auprès des équipes. Oui, voilà, ils voient bien. Bon, je pense que ce qui doit être le plus contagieux dans une entreprise, c'est l'exemple. Donc, encore une fois, comme on est dans l'instantané, dans le concret, moi j'ai la chance que, pour ça que je parle toujours d'équipe. C'est plus une relation avec le sport qu'avec l'entreprise. Moi, je suis le capitaine, entraîneur, entraînant. Parce que c'est la typicité de ce métier, quoi. C'est les autres artisans souvent travaillent loin de leur atelier, hein. Nous, on est voilà, tout se fait. À partir du moment où les produits sont là le matin, il ne doit leur arriver que du bon. Ben on fait en sorte qu'il leur arrive que du bon parce que ça passe d'abord par notre plaisir. Tu contrôles, tu vas. Alors, je suppose que tu t'approvisionnes à Rungis. Bon, non, alors l'approvisionnement est très, partout. Ouais, c'est très, très complexe. C'est il faut des années pour mettre en place tout ça. Ouais. Bon, mais ça aussi, ça se fait. Tu vas régulièrement. Lorsque je me suis installé rue du Ray, c'était en 80. J'allais toutes les nuits à Rungis, bien sûr, parce qu'il fallait que je montre aux fournisseurs, mais ce que je voulais, mes exigences, tout ça. Mais aujourd'hui, bon, on a ce réseau de fournisseurs qui est formidable et qui est très. Puis on a la chance d'être à Paris. Hein. Parce que les légumes, on peut être livré 3 fois par jour. Incroyable. Voilà. Donc, le matin, première livraison, c'est tout ce qui est, je dirais, ce qui nous sert à faire les fonds, les jus, les bouillons, tout ça, c'est tout ça. C'est les grosses carottes, les poireaux, les trucs. Et puis en fin de matinée, c'est tout ce qui vient des maraîchers autour de Paris. Et puis si on a besoin d'un appoint l'après-midi, c'est possible aussi. Donc, Ah, c'est formidable. C'est quoi la suite ? La suite, c'est d'essayer de rester en bonne santé. Voilà, c'est ma priorité. Ouais. Priorité absolue. Je vais dire, dans mon bureau, j'ai un post-it. Parce que j'ai encore pas eu le courage de le faire, bien écrire. Où il est écrit, il est toujours plus tard qu'on croit. Et je lis ça 10 fois par jour. Donc, toujours ce retour à la réalité, au concret. Voilà. Toujours plus tard qu'on croit. Voilà. Le jour, on me demandait, mais qu'est-ce que tu aimerais que Dieu te dise en arrivant ? J'ai eu cette réponse, tu me dis tout de suite. J'aimerais qu'il me dise enfin, ça fait plus de 100 ans que Saint-Pierre t'attend, quoi. Ou délicieux terriveau. Donc, je me mets en état d'essayer de rester en forme le plus longtemps possible. Tu as ton restaurant à Vegas, ouais. Au César Palace. Depuis 18 ans. Ouais. Depuis 18 ans. Il y en a d'autres prévus ? Il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu Singapour, il y a eu Doha que j'ai arrêté lorsque j'ai ouvert ici à la Monnaie. Alors, je suis pas un grand voyageur. Ça, c'est certain. Et puis... non, je m'éclate ici, quoi. Et puis, je m'éclate ici. J'ai mes jours dans la montagne, ou là, je suis allé passer le week-end. J'ai 2 petites filles de 16 et 17 ans, qui habitent à Munich. Donc, je suis allé les voir ce week-end. Voilà, j'ai des choses normales, quoi. Voilà. Est-ce que tu as un souvenir dans ce lieu mythique, dans cette maison, qui pour toi a été le plus marquant ? Alors le souvenir, c'est pas forcément un souvenir joyeux, c'est t'as compris lorsque je donnais les dates que ici on a eu 3 ans et demi de retard. Oui. Alors moi je savais que ça se ferait, mais j'en avais un peu marre des railleries et tout en disant il n'y sera jamais là-bas, voilà. Donc ça c'était un peu douloureux, mais bon, à partir du moment où on a ouvert et puis qu'aujourd'hui tout se passe bien, ça va quoi. Je sais pas.
lorsque je faisais des omelettes à Bourgoin-Jallieu, on m'aurait dit un jour, tu seras dans un bâtiment historique de 1775 avec la vue sur la Seine, le Pont Neuf. J'aurais dit, allez, arrêtez de déconner, quoi. Encore un kiff. Voilà. On va rentrer dans la dernière partie. L'idée, je te pose une question, je te propose 3 propositions, tu me dis laquelle tu veux, Yes. le plus rapidement possible. Yes. Thé, café, jus frais pressé. Thé, jus de concombre avant. Jus de concombre. Jus de concombre et gingembre tous les matins. Et après, thé. Voilà. Thé vert, thé rouge, thé noir. Earl Grey. Matin, midi ou soir? Matin. Petit déjeuner, déjeuner, goûter, dîner? Tous. Viande ou poisson? Tous. Je peux pas parler de... on est le pays de la diversité. Pourquoi toujours se limiter, quoi? Je veux dire, allons-y. Moi, j'ai envie de manger du poisson, j'ai envie de manger de la viande, j'ai envie de manger des abats, j'ai envie de manger des légumes, j'ai envie de manger des champignons, j'ai envie de manger du gibier, j'ai envie de manger une fondue au fromage, j'ai envie de manger une raclette, j'ai envie de manger, je sais pas, c'est des huîtres, voilà, c'est... On a cette chance. Ben, on a cette chance, absolument. Et des bons produits. Il y a des bons, et les meilleurs en plus, ouais. Je te pose quand même la question qui vient après. Omelette, ratatouille ou entrecôte? Les 3. Mais ratatouille? Ratatouille. Pourquoi le nom? Ratatouille, ouais, ben ratatouille, parce que bon, c'est vrai que quand l'équipe de Pixar a eu le projet de ce film, Ratatouille, ils sont venus chez nous, une petite équipe, ils étaient 3, avec des toutes petites caméras pour saisir le rythme dans une cuisine. Donc le rythme a été inspiré du rythme du restaurant, c'était rue Troyon. Et après, pour me remercier de tout ça, ils m'ont donné une voix dans le film, j'ai 2 phrases, mais c'est tout, voilà. Et non, mais c'était génial. C'est vrai que ce film, il est incroyable. Parce que alors, là aussi, j'ai une anecdote. Quand ils m'ont dit, bon, Guy, on aimerait que vous ayez une voix dans la version française. Et tout ça, j'ai dit, ouais, mais c'est quoi votre histoire? Parce que j'avais entendu parler du rat, bien sûr. J'ai quand même le rat pour tout Parisien qui se respecte. Pour un restaurateur, c'est peut-être pas le meilleur vecteur de promotion ou de plaisir ou de voilà. Donc. Et ils m'ont dit bon, on va montrer que les images. Et les images qu'ils m'ont montrées, il y a un moment, le rat, il se lave les pattes sous un robinet. Je dis bon, allez, ok, je le ferai puisqu'il est propre. J'anticipe la réponse. Entrée, plat, dessert. Les 3. Vin rouge, vin blanc, rosé, autre? Vin blanc pour démarrer, vin rouge pour suivre, et puis avec le dessert, pourquoi pas un grand moelleux, voilà. Et devant un match de rosé, rugby, une bière. Et rosé, pourquoi pas dans le sud, à l'apéro. Il y en a des bons, et puis ils sont moins bons. Quelques glaçons dedans, et puis tout va bien. Et pour le match de rugby, bière? Je suis pas fan de la bière. Non, je reste au coup de rouge, moi. Alors, dans le stade, ouais. Attention, là, je vais me faire taper dessus. Mais à la maison, c'est... Devant la télé, c'est un cognac. Ouais. Deezer, Spotify, la radio ou le tourne-disque? Radio un peu. Deezer rarement. Je suis à l'abonnement, mais je sais pas, non, je suis plutôt... Mais c'est-à-dire que, bon, il faut rappeler que je passe beaucoup de temps au travail et que lorsque je suis en congé, je suis surtout en plein air. Donc, comme j'aime pas faire du vélo au marché avec des écouteurs, donc voilà, tout ça, c'est en petite dose. Mais c'est amusant que tu parles de ton disque, que j'ai de plus en plus de vinyles. Et c'est vrai que j'ai envie de m'équiper. Peut-être que je prendrai de temps en temps un peu de temps pour écouter le dernier de Melody Gardot ou de voilà. McDo, Burger King, Five Guys ou autre? J'ai pas essayé Five Guys. Peut-être à cause du prénom. Bon, j'ai essayé les autres. Comment te dire? Il y a des millions de personnes qui, tous les jours, vont là.
Donc, c'est à nous de nous interroger si on n'aurait pas la capacité, peut-être, de faire mieux. Pour l'instant, dans le genre, personne n'a fait mieux. Non. Ouais. Donc, regard bienveillant. Ouais. Été, automne, hiver, printemps. Ah, là, c'est aussi, là, c'est toutes les saisons, quoi. Toutes les saisons. La châtaigne. Voilà, là, bon, ben, nous, on rentre dans l'automne, avec, comme j'en suis convaincu, on va avoir des belles journées. Donc, c'est vrai qu'il y a à la fois, il y a une lumière, il y a des odeurs. Bien sûr, je pense aux champignons, au gibier, les coquilles Saint-Jacques qui vont démarrer. Enfin, il se passe des choses. Et puis, quand même, l'appétit est plus, je pense, est plus affûté en automne, oui. On prépare nos réserves. Qu'en plein été, voilà. Ben, moi, les réserves, je vais pas besoin de les préparer. Elles sont déjà là, donc c'est bon. Guy, j'ai 3 dernières questions. Yes. Est-ce que tu as une recommandation de lecture, de podcast, de newsletter? Je sais rien, je sais pas qu'est-ce que j'ai lu. Il y a ton dernier livre qui est très sympa. Ouais, sur les écrivains du 18e qui va sortir le 13 octobre. Là. Qu'est-ce que j'ai de... J'en sais rien, j'ai du mal à lire. C'est fou, hein. Autant je peux passer des heures dans une expo, une galerie, un musée et tout, parce que, une fois, l'instantané, quoi. La dernière expo que tu as faite, alors? La dernière expo, à Munich, ce week-end. En même temps que je te parle, je suis en train d'oublier les 2 noms de ces stylistes de vêtements. C'est pas possible. Bon. On les mettra en description. Voilà, on les mettra. Voilà, où là, j'ai été... parce que, curieusement, j'en avais jamais entendu parler, alors qu'ils ont eu une expo et que je suis ressorti de là en disant c'est exceptionnel, quoi. Tu t'intéresses aussi aux autres arts? Ben, je m'intéresse à notre époque, tout simplement, quoi. Et puis j'ai pas de, comment dire, j'ai pas envie, je suis no limite, quoi, en découverte. Je ne serais jamais allé, et puis il se trouve que les musées de Munich étaient fermés lundi et que la seule expo qui avait l'air, intéressante, c'était celle-ci, donc j'y suis allé, et puis j'ai vachement bien fait. Est-ce que tu as un ami ou une connaissance que tu me recommandes d'inviter sur le podcast? Il y en a plein, quoi. Premier qui me vient en tête, c'est peut-être Pierre Gagnère. Pierre Gagnère? Ouais. Bah, appelle-le de ma part. Avec plaisir. Mais il y en a plein d'autres. C'est toujours libre. C'est toujours un peu... encore une fois, dans un monde où on a tellement de choses à notre monde, pourquoi se limiter? Pourquoi choisir une personne? Pourquoi... Là, je sais pas, d'emblée, je te donne personne de la profession, mais après tout, je me dis pourquoi la profession, tiens, je vais t'en donner un autre, le professeur Jean-Philippe Spano, qui est le patron de l'oncologie à la Pitié-Salpêtrière, ou David Kayat, également en oncologie, ou Gérard Saillant, président de l'Institut du cerveau et de la moelle, parce que je suis fasciné par les médecins. Donc, voilà, c'est tous ces gens-là. Ça fait combien de temps que Karine travaille avec toi? 25, non, 25 ans. 25 ans, je pense. Karine qui est ton assistante et qu'on remercie et qu'on salue. On lui demandera la liste des contacts. Bien sûr. Voilà, mais bon, elle, 25 ans, Christophe, 33 ou 34 ans. Le barbu très vieux qui est dans l'entrée. Laurent en cuisine, 32 ou 33 ans. Voilà, bon, ce sont les piliers. Et puis, alors, peut-être que certains qui nous écoutent vont dire, bah ouais, mais avoir des vieux comme ça, est-ce que c'est bon signe? Ah oui, très bon signe, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui mordent les mollets, donc. Et puis, il les forme aussi, les jeunes. En plus, il les forme. Il forme les jeunes bosseurs. Et puis, les convives sont rassurés, parce que ce sont des visages qu'ils connaissent. Et bon, et tu parles de Karine, c'est vrai que Karine, elle fait un travail, elle fait un travail énorme, absolument. Bon, on les salue, on les remercie, on les félicite. Moi, grâce à tous ces gens-là, en fait, je peux me cantonner à faire que ce qui me plaît vraiment. C'est qu'ils ont un bon capitaine. Je leur laisse le soin de régler tous les petits soucis. Ma dernière question. Si jamais un client
souhaitent avoir la chance de te croiser dans la maison, est-ce qu'il y a un jour ou des jours où tu es toujours là? Je suis toujours là, moi. Tu es toujours là. Bah oui, midi et soir. Je suis toujours là. Ce qui surprend, ceux qui connaissent pas la maison, ça les surprend lorsqu'ils arrivent. Et ceux qui connaissent la maison, ils trouvent ça normal que je sois là à l'accueil et que je vienne les voir au cours du déjeuner ou à la fin et au cours du... Hier au soir, je suis parti. Je suis pas parti le dernier, mais je suis parti à minuit 10. Ça m'a pas empêché d'être là à 8h30 ce matin. Et c'est pas une complainte. Non, ça se voit. Voilà. Guy, un grand merci de nous avoir accueillis dans ta maison, d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était un vrai plaisir d'apprendre à te connaître, ton histoire. Et surtout, venez à la Monnaie de Paris parce que vraiment le lieu est absolument extraordinaire et je vous raconte même pas les assiettes. J'espère tout simplement que les réponses ont été à la hauteur de tes questions. À bientôt. Et bon appétit. Et bon appétit. Merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify et YouTube, mais également à vous abonner sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.